Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation complète. Aujourd'hui, petite vidéo d'1 heure pour venir découvrir les bases de Affinity Photo, cet outil de retouche photo concurrent de Photoshop. Je vous propose 1 heure de ma formation complète disponible sur tuto.com en direct sur YouTube. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai bien sûr présent. Vous pouvez les poster dans les commentaires et ainsi vous aurez toutes les bases pour commencer à prendre en main cet outil. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et moi à continuer de vous proposer du contenu. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Avant de commencer à utiliser Affinity Photo, il est important d'en comprendre un des éléments essentiels. Cet élément, c'est le système de calque. Si vous comprenez le système de calque, vous comprenez 80% du logiciel. Tout repose sur celui-ci. Le principe est relativement simple, ce que j'appelle la théorie des calques. Si vous avez déjà eu entre les mains une palette de calques dans la vraie vie, le principe sera le même. Vous aurez toujours dans un projet ici donc une partie qui sera vide. C'est votre pochette, il n'y a rien dedans. Si vous venez cliquer sur le bouton qui est en bas, qui est représenté ici par un petit damier, et dont le nom est « Ajouter un calque pixelisé ». À chaque fois que vous allez cliquer sur cet élément, vous allez venir ajouter un calque transparent. Ce calque, c'est tout simplement, comme dans le principe d'une pochette de calque, un élément sur lequel vous allez pouvoir venir dessiner. Quand je parle de dessin, ça peut bien sûr être des images, ça peut être des photos, ça peut être des illustrations ou des coups de pinceau. Par exemple, ici, nous allons venir tout simplement mettre un petit coup de pinceau. Vous voyez, quand je suis sur le calque le plus haut, ici avec mon calque noir, avec mon pinceau noir, si je viens peindre, je vais ajouter une couleur. Je peux venir accentuer cette couleur, par exemple ici, en venant assombrir le tout. Donc là, je viens mettre quelque chose qui sera totalement noir au-dessus de mon calque. Je viens le poser. Je vais juste enlever le bord humide pour avoir vraiment quelque chose de très noir. Et donc là, vous voyez, vous pouvez venir peindre. Ici, tout est fait sur le même calque. Donc, si je viens cacher avec le petit point qui est ici, tout sera caché d'un coup. Mais si par contre, je viens créer de nouveau un calque, que je mets avec une autre couleur, on verra un petit peu plus tard comment gérer les couleurs, et que je viens peindre par-dessus, eh bien vous voyez que le calque du dessus vient cacher le calque du dessous. Vous pouvez repérer qu'il y a de la peinture ici parce que vous avez un petit pictogramme avec un pinceau qui vous dit que c'est un calque, qu'il y a de la peinture. Et le principe est que plus vous serez haut dans la pile, plus votre calque supérieur cachera ceux qui sont inférieurs. De cette façon, si je viens glisser mon calque vert sous mon calque noir, eh bien vous voyez que ce qui est visible et ce qui est invisible, c'est que ce qui est en dessous en vert est caché par ce qui est noir au-dessus. Alors on avait un petit effet de fusion de papier mouillé que j'avais oublié d'enlever, qui fait que ici notre élément est un peu transparent, mais vous comprenez le principe. Si je viens de nouveau mettre un calque ici dans une autre couleur, par exemple du orange, si je viens peindre, eh bien de nouveau vous voyez que cela va cacher les couleurs qui sont inférieures. Et encore une fois, si je viens passer le orange sous le noir, eh bien la couleur noire vient cacher, et si je mets sous le vert, c'est les deux calques supérieurs qui cacheront. Si vous comprenez cette logique de mon élément supérieur vient cacher mon élément inférieur, dans la pile des calques, vous avez tout compris. Cela marche aussi si vous venez intégrer une photo. Donc je vais aller chercher par exemple ici une photo pour le tutoriel. On va juste venir la faire glisser dans la composition. On va prendre une photo d'une voiture. Je la fais juste glisser dans le logiciel. Automatiquement, ça m'ajoute un calque. Calque que vous avez ici représenté par un calque image, comme vous pouvez le voir. Et si je le place au-dessus, ou sous le noir, ou sous le vert, ou sous le orange, eh bien c'est encore une fois l'ordre qui va impacter la mise en place, la mise en page, et ce qui est visible ou non. Donc voilà pour cette partie théorie des calques. C'est assez rapide, mais il faut avoir cela en tête, parce que quand vous allez commencer à avoir beaucoup de calques, il faudra en tenir compte. On va maintenant passer à la découverte des différents types de calques. Vous allez voir qu'il n'y en a pas énormément non plus, mais c'est important de les connaître, ça vous permettra de travailler beaucoup plus efficacement. Dans Affinity Photo, il est possible de retrouver différents types de calques. Ces calques, on vous les découvrira bien sûr au fur et à mesure de la formation, mais je tenais à vous les présenter parce qu'ils sont reconnaissables à un certain type de pictogrammes. Les pictogrammes que vous pouvez voir ici dans le panneau des calques.
Pour rappel, si le panneau des calques n'est pas visible, vous allez dans Fenêtre et vous cherchez Calque. Le premier de ces panneaux que vous connaissez maintenant, c'est le panneau, ou plutôt le calque pixelisé. C'est un panneau ou un calque plutôt sur lequel vous allez pouvoir venir dessiner. Vous allez pouvoir venir ajouter de la couleur avec un pinceau, un crayon ou tout autre élément que vous souhaitez. Le suivant, c'est un calque dit de remplissage. Il n'a qu'une seule unique caractéristique, c'est de venir remplir l'intégralité de votre page. Vous pouvez choisir la couleur avec le panneau du même nom, qui est visible, vous connaissez maintenant l'endroit. Et c'est un panneau que l'on utilisera également, on le verra un petit peu plus tard, pour tout ce qui va être utilisation des dégradés. Il est représenté par un pot de peinture avec une petite goutte. Vous avez ensuite un panneau, ou plutôt un calque, représenté ici avec une image. C'est tout simplement un personnage dans un cadre. Et ça représentera tous les calques avec des photographies que vous importerez. Les calques de texte, comme ici Tutorial Affinity que vous pouvez voir, sont représentés par un T. Ils sont utilisables et utilisés avec l'outil de texte. On reverra ça également dans un chapitre dédié. Mais si entre-temps vous en voyez un, vous saurez que c'est lié au texte. Depuis la version 2 de Affinity, il y a également des calques dits de motifs. Le principe, c'est que quand vous allez venir importer un élément, que vous allez venir dessiner, que vous allez venir faire des formes dans votre projet, automatiquement, cela va créer, comme vous le voyez, un motif dans votre fenêtre. Il y aura des spécificités que l'on reverra un petit peu plus tard. Là, vous voyez que c'est relativement simple, mais ça permettra de pouvoir venir, par exemple, tracer des formes que l'on voudra avoir en motif. On pourra venir les adapter, les déformer. Et ces motifs sont représentés par 4 carrés qui forment un losange. Encore une fois, on reviendra dessus. Vous serez aussi susceptible de venir travailler avec ce que l'on appelle des calques de réglage. Ils sont reconnaissables à leur petit cercle bicolore, noir et blanc. Ils permettront de pouvoir avoir accès à des effets de retouche photographique. En l'occurrence, celui que j'ai choisi par exemple, c'est pour la lumière. Enfin, le dernier type de calque que vous pourrez retrouver, ils sont représentés par un sablier. Ce sont les calques de filtre dynamique. Ils permettront également de venir retravailler des photos ou des dessins. Et pour cela, ils vous permettront, pour le cas par exemple ici, de venir faire des effets de flou. On découvrira tous les autres, bien sûr, au fur et à mesure des chapitres. Mais si jamais vous voyez un petit sablier, vous savez maintenant que c'est un calque dynamique. Donc voilà pour ces différents types de calques. Important de les reconnaître et de les retrouver assez facilement et visuellement via cette colonne. Ils permettront de pouvoir travailler efficacement vos projets. On va maintenant passer à la prochaine vidéo avec le menu de calque et tout ce qui va être également option de mélange de calque. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Un des menus à connaître lorsque l'on utilise Affinity, c'est le menu de calque. Vous aurez compris l'importance de ce dernier dans les 3 vidéos précédentes. On va maintenant donc voir ce qui se passe dans notre menu. On va avoir énormément de possibilités et d'éléments qui nous serviront aussi à modifier nos calques. Tout d'abord ici vous allez avoir des options qui s'appellent fondu et inversé. On va regarder ce que ça donne quand on vient créer un nouveau calque dans lequel on va venir mettre un élément coloré par exemple. Je vais venir mettre ici du bleu. Donc quand vous avez votre calque, si vous avez quelque chose qui est mis en place, si vous venez dans calque, vous pouvez venir donc ici revenir en arrière ou faire un fondu outil pinceau. Le fondu, il permet tout simplement, comme vous le voyez, de modifier l'opacité et le mode de fusion. On reverra les modes de fusion un petit peu plus tard dans une autre vidéo. La partie inversée va inverser les couleurs. Le raccourci à utiliser, ce sera CTRL-I. Vous avez ensuite la possibilité de venir créer un nouveau calque, donc qui s'ajoutera automatiquement dans votre colonne, dans votre pile de calques. Et vous avez également la possibilité de venir faire un nouveau calque à partir d'un instantané. Instantané qu'on avait vu un petit peu plus tôt quand on travaillait sur la partie document. On avait vu ça dans le chapitre précédent. Vous avez la possibilité également de venir créer les différents types de calques que l'on a découverts dans la vidéo précédente.
un calque de remplissage, un calque de motif, un calque de motif qui sera réalisé à partir d'une sélection, les différents calques de réglage existants. On fera une petite vidéo qui vous les présente tous les uns après les autres un petit peu plus tard dans ce chapitre. Les filtres dynamiques, pareil, on verra une petite vidéo quand on attaquera la partie retouche photo qui vous les présentera tous. La partie suivante est composée de ce que l'on appelle les masques de calque. Les masques de calque, on verra ça dans la partie détourage et sélection. Ça permet de pouvoir venir découper, rendre invisible certaines parties d'un calque ou visible suivant les besoins. Ici, vous pouvez venir en créer un nouveau, un vide, un composé ou un dynamique, c'est-à-dire qu'il ne touchera par exemple que la luminosité, les teintes ou le passe-bande. Projection dynamique va vous permettre de pouvoir venir sur un projet, modifier tout simplement la visibilité. On va venir ici ajouter une photo. Et en plus de la visibilité, il permettra de modifier la perspective. Donc là, je vais aller chercher une photo de paysage. On va venir l'ajouter dans notre logiciel. On a bien notre calque arrière-plan. Et si je viens donc faire calque projection dynamique et par exemple projection aiguille rectangulaire, ça permet, vous voyez, de pouvoir venir donner comme si un effet, on avait ici 360. Cet effet, vous pouvez venir le modifier ici. C'est-à-dire que vous pouvez venir modifier ce qu'on appelle l'intitulé, c'est-à-dire où se place votre élément. Le pas, c'est-à-dire est-ce que vous êtes vers le haut ou vers le bas. Le champ de vision, c'est-à-dire l'angle utilisé. Est-ce que vous êtes plus ou moins proche de votre élément. Et le redressement, ça va permettre de définir tout simplement si vous êtes proche ou non de votre projet, si vous êtes sur le côté ou non. Si vous cliquez sur centrer le système de coordonnées, il viendra tout simplement se remettre au milieu. Donc ça, c'est une petite sélection d'outils qui est intéressant. On va revenir ici à 0 pour que vous puissiez voir le rendu d'un autre mode. Donc pour ça, on va revenir tout simplement au début. Je vais juste refermer, ça ira plus vite d'ailleurs, la photo et la réouvrir. Et donc l'autre possibilité, toujours dans la projection dynamique, c'est projection de perspective. Et là, vous allez pouvoir venir choisir la perspective et ainsi définir celle qui est la bonne pour pouvoir modifier votre photo. C'est pas forcément ce que j'utilise le plus, je trouve que ce n'est pas forcément adapté et n'en ayant pas l'utilité, ça ne fonctionne pas toujours extrêmement bien avec moi, mais vous voyez que si vous appuyez sur Entrée, ça modifie la perspective de votre photo. Je n'ai personnellement pas ce besoin, mais si jamais vous devez recadrer une photo, en modifier sa perspective, ça sera à cet endroit-là qu'il faudra le faire. Vous avez ensuite toutes les parties qui vont permettre de supprimer un calque, le copier, copier uniquement les éléments qui sont accrochés ensemble ou uniquement ce que vous avez sélectionné. Personnellement, j'utilise plutôt le raccourci adéquat, c'est-à-dire le CTRL J. Vous pouvez ensuite venir verrouiller vos calques pour ne plus pouvoir les bouger, déverrouiller ou tout déverrouiller. Masquer, CTRL H, va permettre de venir cacher les différents repères. Vous connaissez le principe de repère que l'on a ici, donc avec un CTRL H, vous pouvez venir les cacher. Alors, personnellement, je ne l'utilise que très peu, mais vous savez maintenant qu'il est ici. Vous pouvez venir aussi masquer ou afficher tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais même jusqu'à masquer la photo. Et si je reviens, je peux tout afficher. On va avoir aussi réduire tout dans des sous-fenêtres de calque, c'est-à-dire que ça va permettre d'adapter un petit peu mieux nos projets pour pouvoir avoir quelque chose qui soit plus rangé. Si vous avez plusieurs calques, par exemple ici, je vais pouvoir venir ajouter une forme, je fais de la peinture. J'ai deux calques différents. Si je viens faire fusionner avec le calque inférieur, CTRL E, et bien en fait, mes calques maintenant ne vont plus être qu'un seul, ce qui fait que tout est un même élément, et si je déplace ma tâche d'encre, ça déplacera également la photo du fond. Donc ça peut être utile dans certains cas de retouche photo, de painting et autres. Fusionner la sélection, c'est quand vous en avez une, et les calques visibles, c'est le même principe, sauf qu'il va prendre tous les calques qui ne sont pas cachés, et automatiquement venir en faire un seul élément. La trame est ajustée, donc là on va se remettre sur la photo d'origine pour vous montrer, va permettre tout simplement de pouvoir venir retravailler la façon dont votre photo est traitée en termes de tramage. Ici vous avez également le bouton tramer qui va permettre juste de venir adapter la photo suivant vos besoins.
et tramé pour masquer. Vous voyez ici on a le petit logo de tram. Donc ça permet de venir également modifier la photo pour que, eh bien, une fois que ça soit démasqué, ça soit adéquat. Je n'utilise encore une fois pas beaucoup ces options, tout simplement parce que c'est dédié à de la photographie, et je ne suis pas forcément photographe, je suis plutôt designer. Enfin, dans la partie géométrie, vous allez avoir ici la possibilité de venir fusionner des éléments entre eux. On reverra ça un petit peu plus tard, mais on a ici donc des options d'addition, soustraction, intersection. Fusion de courbes, quand vous en avez plusieurs qui sont utilisées, ou de remplissage de trous, c'est-à-dire que s'il y a un souci sur une photo, donc là par exemple on va avoir un bout de la montagne qui disparaît, on l'efface, vous pouvez normalement venir donc dans géométrie, sélectionner le trou en question, et il vous permet normalement de venir le remplir. Ça ne fonctionne pas à tous les coups malheureusement, mais c'est assez utile. Et autant pour moi, je vous dis une bêtise, ce n'est pas sur les photos, c'est quand on va venir faire donc des découpes de formes, mais encore une fois, ça on reverra ça un petit peu plus tard. C'est tout simplement quand vous allez venir réaliser des soustractions d'éléments, vous allez pouvoir venir les remplir automatiquement. Ça m'a pris un peu de temps pour retrouver, je suis désolé, mais on reverra ça de toute façon le moment venu, lorsque l'on va venir traiter des éléments graphiques et vectoriels. Pareil, tout ce qui va être convertir en courbe, en tracé de texte et ajuster le masque, ça va parler ici de tout ce qui va être calque vectoriel que l'on reverra un petit peu plus tard. Avec ça, on a fait le tour de notre menu de Affinity Photo concernant les calques. On va passer maintenant au panneau, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à voir et à expliquer. Mais avec ça, vous avez les bases maintenant pour pouvoir commencer à travailler efficacement. Passons maintenant au panneau de calque. Alors il est assez semblable au menu. On retrouve ici ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente avec un petit rectangle. Et donc vous avez ici différentes informations. La possibilité de modifier l'opacité et les futurs modes de fusion, que l'on reverra un petit peu plus tard. La possibilité ici de venir travailler les courbes pour pouvoir permettre de modifier la luminosité de votre calque. Ici sur ce qu'on appelle la plage de calque source ou sur la sous-composition. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très utilisé en photographie pour accentuer la luminosité ou la réduire sur un calque directement. À côté, vous avez un petit cadenas qui vous permet de bloquer votre calque de façon à ce que l'on ne puisse plus peindre dessus ou le modifier. On a ici les informations, on nous dit que c'est un calque pixelisé, c'est à cet endroit-là que vous retrouverez les différents types de calques. On voit ce que comporte notre calque, afin d'avoir une information rapidement. Et ici, on voit que c'est un pinceau qui a été utilisé, qu'on a peint sur ce calque. Le petit point, lui, va permettre de venir rendre visible ou non le document, le calque. Et ici, vous avez la possibilité aussi de venir activer le petit cadenas pour le verrouillage. En cliquant sur le petit menu Burger, qui est en haut à droite du menu, vous avez quelques petites options. Défilement automatique quand on a plusieurs calques. Afficher les vignettes de groupe, ce qui peut être utile quand on a énormément de groupes bien remplis. Présenter le type d'objet, donc c'est le type de calque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Définir la couleur de votre arrière-plan de vignette, donc nous c'est couleur échiquier en auto, c'est-à-dire qu'on va avoir un damier noir et blanc, mais on pourrait avoir ici la possibilité de venir foncer ou éclaircir celui-ci. Vous pouvez définir la taille de vos vignettes, je l'ai mis le plus grand possible pour que ce soit visuellement lisible pour les personnes qui regarderaient les vidéos. Et ensuite, vous pouvez venir fermer le groupe ou fermer tout simplement le panneau. Concernant les différents outils que vous avez en bas, vous avez ici un bouton qui permet de modifier tous les calques, les masques de calque que l'on reverra un petit peu plus tard, les calques de réglage que vous pouvez retrouver ici, les calques, ou plutôt les effets de calque qui vous permettront de créer des ombres et autres éléments intéressants, les filtres dynamiques, le bouton dossier qui permet d'ajouter un nouveau dossier, l'ajout de calque pixelisé ou la suppression d'un calque. Si vous venez faire un clic droit sur un calque, vous retrouvez également différentes options. Couper, copier et coller qui sont classiques, les options de masquage et de magnétisme, la suppression et la duplication, la possibilité de venir donc libérer, c'est-à-dire enlever un cadenas s'il y en a un, ou de placer un masque au-dessus.
tout ce qui va être option de fusion, qu'on a vu un petit peu plus tôt, ou de groupe. On retrouve les options de trame, l'ajout de calque, l'agrandissement ou la réduction de sélection, la réduction d'un groupe par rang s'il y en a, et la sélection par couleur identique ou par nom identique. Ça permet très rapidement ainsi de pouvoir venir sélectionner plusieurs calques en même temps. Enfin, vous avez ici différentes couleurs. Ces couleurs vous permettent tout simplement de définir celle que vous voulez donner à votre calque pour le retrouver plus facilement. On peut voir maintenant ici donc qu'il a un petit libellé violet. Ça permet de savoir que ce calque doit être traité en violet comme les autres ou qu'il est plus facile à retrouver. Attention, suivant normalement où vous cliquez, vous pouvez avoir d'autres informations. Si je fais un clic droit ici sur masquer, on retrouve les couleurs de calque et juste les options de masque. Si vous venez cliquer sur le type de calque, vous retrouvez l'intégralité de vos éléments et sur le pinceau aussi. Mais parfois, vous aurez d'autres petites options que l'on découvrira. Donc voilà pour ce panneau de calque qui est relativement simple et rapide à prendre en main et qui vous permettra très rapidement et très facilement de venir réaliser vos projets. On va avancer maintenant le tutoriel avec les options spécifiques des calques. Une des fonctionnalités intéressantes de Affinity Photo, lorsque l'on parle de calque, c'est le principe de mélange des calques. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien ici, vous voyez que l'on a deux photos, ou plutôt deux éléments. On a un carré au rouge et un carré bleu. On peut les intervertir de sens comme on le souhaite pour les rendre visibles l'un au-dessus de l'autre. Je peux même venir y intégrer, si je veux, une photo. Je viens ici dans un onglet où il y a une photo. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Les sélections sont représentées ici par des pointillés. Un CTRL C pour copier. Et je peux même venir donc coller ma photo que je vais venir ici donc rétrécir pour avoir quelque chose qui soit à la taille de ce que j'ai déjà en place. Donc, je fais ça assez rapidement, mais vous voyez que je peux également donc venir la mettre en place sur nos deux carrés. Il est dans un calque à part. Ici, comme c'est un copier-coller, c'est un calque pixelisé. C'est pas considéré comme un calque image, mais ça fera l'affaire. Si je souhaite maintenant que, par exemple, mon image de montagne ne soit que dans mon calque de carré rouge, je vais pouvoir venir le sélectionner et le faire glisser. Non pas en dessous, mais vraiment à côté. Vous pouvez vous mettre vraiment entre le texte et le carré qui est représenté dans le panneau de calque. Et de cette façon, celui-ci sera intégré dedans. On pourra alors venir ouvrir ici notre calque. On a un petit menu qui apparaît. Et dedans, on y retrouve notre photo. Ça pourra être utile par la suite, lorsque l'on viendra par exemple faire des calques de réglage. On verra ça un petit peu plus tard. Qui seront modifiés et qui ne modifieront que le calque intégré. Vous voyez que là, je peux modifier ainsi uniquement ma montagne. Il a lui-même été intégré dans le calque de montagne. Je pourrais aussi, si je le souhaite, venir le mettre au-dessus. Ils sont ainsi intégrés tous les deux dans mon calque ici que je vais renommer rouge. Et ainsi, je peux modifier les deux. L'avantage qu'ils ne soient que dans rouge, c'est qu'ils sont dans une zone définie. Et surtout, je peux venir ici, par exemple, dire que je veux que niveau ne soit que sur les calques qui seraient en dessous de lui. Donc, encore une fois, l'ordre des calques est important. Si je mets ma montagne au-dessus, elle n'est pas impactée. Si je la mets en dessous, elle est impactée. Mais rien n'impactera jamais le calque bleu. Ce qui peut être intéressant aussi, ça peut être d'avoir plusieurs photos. Je pourrais très bien aller en chercher une autre. Ici avec un CTRL A, CTRL C et toujours un CTRL V. Et là, cette photo, vous voyez, je pourrais ne la mettre par exemple que dans bleu. Alors, elle est peut-être un petit peu trop grande. C'est pas grave, on peut la sélectionner et la rétrécir. On verra ça aussi un petit peu plus tard, tout ce qui est outil de déplacement des calques. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué. C'est un outil qu'il est intéressant de connaître. Il sera vu dans une prochaine vidéo. Mais là, vous voyez que assez rapidement, donc, on va pouvoir venir intégrer des éléments les uns dans les autres, les mêler et les modifier suivant nos besoins. Et ainsi, si j'ai besoin à tout moment de dire, en fait, il faut que l'un soit au-dessus et l'autre en dessous, je n'ai qu'à réinverser. Et donc là, j'ai mes éléments qui sont modifiés et qui sont adaptés. Donc ça marche très très bien et c'est fonctionnel. Donc voilà pour cette petite option de mélange. On la reverra régulièrement, ça sera réutilisé comme vous vous en doutez et ça marche quand même plutôt bien.
Un des menus qu'il est intéressant de connaître, on en a déjà fait quelques-uns maintenant, on a fait fichier, édition, calque, eh bien il va y avoir organiser. Organiser, c'est un élément, un menu qui va nous permettre, lorsque l'on va avoir quelques calques ici, de pouvoir les déplacer. On va d'abord pouvoir venir ici les grouper. Par exemple, je vais pouvoir venir choisir ici mes deux éléments et créer un groupe. Il y a un petit raccourci qui permet d'aller un petit peu plus vite. Ce raccourci, c'est CTRL-G. Vous pouvez également demander à les organiser dans des piles dynamiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir y faire des modifications. Ici, vous voyez qu'elles vont ainsi fusionner les différentes parties ensemble. On reverra les modes de fusion un peu plus tard. Dans la vidéo qui va suivre, c'est le même principe. En gros, il va prendre les différents éléments et en faire une fusion de pixels, soit avec la couleur maximale, la plus grande, la plus petite, soit une plage de couleurs, soit le total. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un grand spécialiste de tous ces éléments, c'est des calculs mathématiques. Personnellement, je regarde surtout par rapport au rendu que j'ai besoin et qui sera réalisé quand on va utiliser donc ces éléments. Je vous invite à les tester et à regarder comment ils fonctionnent. Ça vous permettra de pouvoir réaliser des effets graphiques très rapidement, très simplement, suivant vos besoins. On va ensuite avoir, on va revenir en arrière ici sans notre groupe, la possibilité d'avoir un dégroupement. Le raccourci CTRL-G. Ensuite, ce sont des éléments qui vont permettre de venir déplacer vos calques. C'est-à-dire mettre un calque devant un autre, l'équivalent de ce que vous faites ici à la souris, vous le retrouvez dans le menu organisé. C'est quelque chose qui est mis en place afin d'aider les personnes qui n'auraient par exemple pas de souris ou qui auraient des difficultés liées au matériel. Donc vous pouvez placer devant, c'est-à-dire le mettre au premier, ou bien venir le placer derrière. Déplacer vers l'arrière et déplacer vers l'avant vont décaler d'une seule ligne ou d'un seul emplacement dans votre colonne de calque. Tandis que placer devant mettra tout en haut et placer derrière mettra tout en bas. Placer à l'intérieur et placer à l'extérieur, vous connaissez le principe maintenant. Ça permet tout simplement, lorsque vous allez venir sélectionner des calques, de pouvoir venir demander à ce que, ils soient tous dans le même calque. C'est le principe qu'on a fait tout à l'heure avec les mélanges de calques. On va avoir ensuite les alignements, à gauche, à droite, etc. Je ferai une vidéo dédiée sur les alignements un petit peu plus tard. Ça va juste permettre de venir ici placer par exemple votre élément le plus à gauche possible, au centre de votre espace de travail, à droite, en haut ou en bas. Il y a également d'autres options d'alignement que l'on reverra qui permettront d'aligner les éléments entre eux. Lorsque vous avez des étoiles, vous avez également la possibilité de les aligner par étoile. Ça peut être utile lorsqu'on fait de l'astrophoto. Les retournements permettent, comme son nom l'indique, on ne le voit pas trop sur celle-ci, mais on le verra bien sur celle qui est en dessous, ça va permettre de pouvoir venir inverser les photos, horizontalement ou verticalement, suivant les besoins. Et vous avez également la possibilité de faire des rotations horaires et anti-horaires. Enfin, vous avez ici les différents types d'insertion. On a une insertion par défaut. On peut avoir une insertion par derrière. Ça veut dire tout simplement que si je viens maintenant ajouter un élément, vous voyez que là par exemple je viens peindre de nouveau, ça se fera par l'arrière. Ça viendra ici par exemple si je viens faire un nouveau calque, là on voit que ça ne fait rien. Si je viens peindre ici, ça ne fait rien non plus. Si je me mets par contre sur le calque qui est ici, ça peindra automatiquement derrière. On peut avoir également, c'est pas que la peinture, c'est pour l'ajout de photos également. On peut avoir une insertion haut, donc c'est au-dessus, ou alors une insertion dans le calque. Donc ça permet de définir comment nos éléments vont apparaître. Par exemple ici, si je reprends un calque, je supprime celui-ci. Vous voyez, je fais un CTRL-V, ça insère au-dessus, parce que c'est l'insertion par défaut. Je fais une insertion derrière, le calque apparaît derrière, là où tout à l'heure il était au-dessus de mon pixel. Et si je viens le mettre haut, il le mettra tout en haut. Et le dernier, organisé dedans, il se mettra dans le calque que j'ai sélectionné, tout simplement. Donc voilà pour ces petites spécificités qui, comme vous le voyez, sont assez utiles. On va maintenant passer à la suite avec ce que l'on appelle les modes de fusion. Et je vais rentrer un petit peu plus dans les caractéristiques. C'est quelque chose qui permettra de modifier les couleurs. Pour ça, je vais reprendre
mon carré rouge et mon carré bleu pour vous permettre de mieux visualiser tout ça. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Passons maintenant au mode de fusion. Le mode de fusion, c'est quelque chose que l'on retrouvera assez régulièrement dans les calques, mais aussi sur certains outils, comme le pinceau, par exemple, ici. Le principe du mode de fusion est assez simple, vous l'avez à cet endroit. Il va permettre, comme son nom l'indique, de fusionner des pixels les uns avec les autres. Je vais être totalement franc avec vous, je ne connais pas toutes les règles mathématiques des différents modes de fusion. Donc en général, il m'arrive de tâtonner un petit peu jusqu'à obtenir un résultat qui m'intéresse. Ce que je sais par exemple, c'est que obscurcir, quand il va y avoir des pixels qui vont se superposer, eh bien il va venir en faire une moyenne dans les tons sombres. Produit, il va en faire un produit. Toute la partie densité couleur, il va venir en faire tout simplement un contraste en prenant la couleur mélangée qui se rapproche le plus d'un mélange des deux couleurs. Donc ici du bleu et du rouge. Densité linéaire, il va prendre la couleur plus foncée possible à partir des contrastes de la couleur de fond. Et couleur plus foncée, ici par exemple, n'aura aucune modification. Éclairci, il va prendre la couleur normalement liée au contraste de celle-ci, c'est-à-dire qu'il va regarder quand vous ouvrez votre menu de couleur, votre sélecteur, il va regarder où elle se place sur le noir et le blanc, et il va essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus proche, ou plutôt la moyenne entre les deux. Pour superposition, je n'ai pas la réponse, pour densité couleur non plus. Je sais que c'est lié à des mélanges de pixels par rapport à des données spécifiques, liées à la lumière, les contrastes, ou tout simplement à la couleur elle-même, qui vont permettre de créer des fusions. Incrustation va permettre également de créer une moyenne entre les deux couleurs. Lumière tamisée aussi, mais en partant du principe que c'est la couleur du bas qui doit apparaître. Les lumières crues, vives, linéaires et ponctuelles vont permettre de créer des effets de fusion également entre les couleurs pour éclaircir notre document et notre projet. Différence, exclusion, soustraction et divisé vont travailler également sur l'éclairage. Teinte va passer dans une teinte identique en termes de luminance, la couleur du dessus. Saturation, normalement, est censée le passer en noir et blanc. Couleur, il fait la même chose que teinte, en tout cas sur cet exemple. Et luminosité, ici, il vient assombrir la couleur du fond par rapport à la luminosité de la couleur de dessus. Moyenne va faire la moyenne des deux. Négation, l'inverse, comme si on faisait un CTRL-I. Réflexion, c'est l'inverse de négation de mémoire. Lueur, je ne sais pas. Et négatif, contraste non plus. Enfin, vous pouvez venir également effacer l'image du dessus de l'image du dessous. De sa façon ainsi à pouvoir venir créer des effets de découpe. Parmi tous ces effets, le mieux est encore de les essayer suivant vos projets. Certains vont vous permettre, par exemple, sur une photo, là je vais venir ajouter mon carré bleu, de pouvoir venir modifier la luminosité. Je vais ainsi pouvoir venir, et bien vous le voyez, ajouter des effets graphiques dans le ciel. Je vais pouvoir venir créer des effets de modification de couleur. Et même pire que ça, dans certains cas, je vais même pouvoir venir éclaircir ma photo, éclaircir mon projet, en venant par exemple avoir ici un produit qui serait totalement flou et noir, et je viens ici me mettre en incrustation pour venir ajouter des effets un petit peu plus sombres. Donc ça permet de pouvoir venir modifier rapidement votre photo. Là vous voyez, je peins très rapidement pour donner cet effet. On modifie par la suite, par exemple ici, la saturation ou la luminance de notre couleur, de façon à pouvoir venir incruster ça un petit peu mieux. Et petit à petit, on va venir donc retravailler le tout pour créer un effet de transition qui soit un petit peu plus doux. Et donc là, vous voyez que je peux venir retravailler mon ciel tout en douceur, tout en venant retravailler les différentes couleurs et les différentes ombres. Et après, il faudra travailler avec d'autres outils que l'on verra un peu plus tard, que sont les outils de flux et les outils d'opacité, qui permettront tout simplement de pouvoir venir mélanger nos teintes pour avoir des travaux de colorimétrie dans le fond qui peuvent être intéressants. Et donc là, vous voyez qu'on est juste venu travailler rapidement avec les calques de réglage et un petit peu de gris. Les calques de réglage, les modes de fusion et un petit peu de gris. Donc voilà pour ce principe. On va maintenant s'intéresser aux options de fusion et effets de calque. Donc ça va permettre tout simplement sur une forme, comme vous allez le voir ici, de pouvoir ajouter des ombres portées,
des éléments colorés, des dégradés et bien d'autres choses encore. C'est une fonction importante de l'outil, c'est pour ça que je tiens à vous le présenter dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on attaquera les différents types de calques de réglage. Attaquons donc maintenant les différents effets. Ces effets, vous les trouvez ici en venant cliquer sur le petit bouton FX, effet de calque. Vous avez, en cliquant dessus, un nouveau panneau qui va s'ouvrir, vous permettant d'avoir accès à de nombreuses options que l'on va découvrir. Parmi ces options, on va avoir ici la première qui va être biseautage et estampage. Le principe de cette option, on va venir cocher, va tout simplement être de mettre en profondeur votre élément. Donc là, vous voyez, je l'ai fait sur un carré. En augmentant le rayon, on augmente l'épaisseur de celui-ci et les effets de profondeur. Vous pouvez définir si vous voulez un effet uniquement à l'intérieur, uniquement à l'extérieur, ou sur les deux. Attention, vous avez estampage creux qui donne l'impression qu'on est sur les deux mais en enfoncement, et un estampage classique qui donne un effet de profondeur. Avec ces éléments, vous pouvez également venir jouer sur l'atténuation pour avoir un effet plus ou moins flou, et venir utiliser des profils déjà existants pour créer des effets graphiques. Si vous modifiez vous-même la courbe, vous allez pouvoir venir adapter le rendu. À vous de tester. La partie sens qui est ici va permettre de définir la source de lumière avec ce qu'on appelle un azimut, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus ou moins haut dans le ciel et est-ce qu'il est, votre soleil, source de lumière, ou est-ce qu'il est plus ou moins proche et au-dessus. Donc de cette façon, vous pouvez définir la luminosité. Elle est représentée également sur la sphère que vous avez ici, même si c'est un petit peu léger. En dessous, vous allez pouvoir venir paramétrer deux choses. La lumière, est-ce qu'elle est blanche ou est-ce que, en venant ouvrir ici le petit menu, elle doit être d'une autre couleur? C'est vous qui définissez la couleur de la source de lumière. Vous pouvez définir son mode de fusion et son opacité. Vous connaissez maintenant les principes, nous les avons vus un petit peu plus tôt. Même chose pour les ombres, est-ce qu'elles doivent être plutôt colorées? Est-ce qu'elles doivent être plutôt lumineuses? Est-ce qu'elles doivent être en mode produit ou bien au contraire en mode normal? Encore une fois, c'est vous qui décidez. Dans la partie contour, vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, ajouter un contour à votre élément. Plus vous augmentez le rayon et plus il sera épais. Vous pouvez y modifier son mode de fusion, vous pouvez y modifier son opacité et son placement. Est-ce qu'il est en intérieur, en extérieur ou centré? Là par exemple, avec 44, on va avoir 22 pixels à l'intérieur et 22 pixels à l'extérieur. Tandis que intérieur ne mettra tout dans la forme et extérieur, eh bien à l'extérieur. Vous pouvez choisir le style de contour. Est-ce que vous souhaitez une couleur unie, comme on l'a ici avec la possibilité de choisir votre couleur, ou est-ce que vous souhaitez avoir juste un contour dégradé, donc là c'est le style contour, où vous allez pouvoir venir modifier le dit dégradé. Pour cela, vous avez plusieurs options. Vous pouvez cliquer sur le premier point qui est ici, vous permettant ainsi de venir ensuite choisir une couleur, toujours avec ce principe de nuancier colorimétrique. Vous avez la possibilité de venir sélectionner le point qui est tout au bout et de modifier la deuxième couleur, pour ainsi modifier le tout. Et vous pouvez remarquer que l'on part du centre vers les extérieurs. Au milieu, un petit point qui permet de définir ce qui va être plus ou moins présent. Plus de bleu ou plus de rose. Vous pouvez modifier l'opacité de chacune des couleurs. Et si besoin, vous pouvez insérer un point supplémentaire. Donc là, même principe, on va pouvoir venir choisir une autre couleur pour adapter. Si vous souhaitez modifier votre dégradé, vous pouvez venir insérer un nouveau point, le copier ou en bien supprimer celui qui est sélectionné. Et si vous cliquez sur inverser, vous changerez le sens, c'est-à-dire que votre point qui est à gauche partira à droite, et inversement. Si vous venez vous mettre en mode dégradé directement, vous aurez encore plus d'options. Vous pourrez par exemple ici définir la direction de votre dégradé de droite vers la gauche. Vous pourrez venir définir aussi s'il doit être linéaire, donc c'est-à-dire en ligne droite, elliptique, c'est-à-dire qu'il part du centre et il s'évase petit à petit. Et là, il peut être intéressant de jouer sur les échelles gauche et droite pour modifier le tout. Vous pourrez également venir modifier un petit effet de décalage pour adapter à gauche et à droite. X sera toujours du haut vers le bas et Y de gauche vers la droite. Il en va de même pour les déplacements. Si vous déplacez X, ça déplacera du haut vers le bas et inversement.
Pour la partie radiale, on part du centre vers les côtés. On a un petit exemple ici, on voit bien la différence. Elliptique, ça sera un peu centré, là où radial, ça sera totalement circulaire. Conique, quant à lui, partira d'un coin et fera le tour complet pour vous proposer de voir le rendu. Vous pouvez ajouter plusieurs contours. Si vous voulez en ajouter un de plus, vous cliquez sur le petit plus et il s'ajoutera et vous pourrez l'utiliser, le modifier. Si vous ne voulez pas le garder, là par exemple si j'en ajoute un nouveau que je vais mettre non pas en dégradé mais en couleur unie, un petit peu plus fort et que je vais mettre en dessous l'autre contour, donc ici on va venir le mettre en intérieur par exemple, et bien vous voyez que je peux accumuler les deux types de contours. L'avantage de Affinity Photo, c'est aussi que, on est sur quelque chose de dynamique. Même si je viens lâcher ma forme, vous voyez que le panneau ne se ferme pas. Je peux continuer à venir travailler. En plus de contours, on a une petite option assez rigolote qui est 3D, qui va se rapprocher un petit peu du biseautage et estampage, et qui va permettre de venir donner un effet de profondeur. On va jouer sur le rayon, sur l'atténuation, mais on aura ici également la diffusion, le spéculaire, qui va tout simplement être la façon dont la luminosité va se réfléchir sur notre objet. On va avoir la brillance, l'ambiance, est-ce qu'on a plus ou moins de lumière, et encore une fois la possibilité de modifier plusieurs sources lumineuses. C'est pas quelque chose que je trouve encore totalement développé. Je trouve qu'on n'a pas encore la possibilité, par exemple, de pouvoir venir faire de la vraie profondeur. Mais ça commence à pouvoir développer des choses assez intéressantes. Surtout si on vient mettre par exemple une deuxième source de lumière de l'autre côté, source qui serait peut-être justement un peu plus sombre, pour pouvoir donner des effets graphiques assez intéressants. Par exemple ici avoir une lumière verte et autres. Ombre interne va permettre de venir, en jouant sur le rayon, le décalage et l'intensité, créer un effet donc vous voyez d'ombre dans votre forme. On retrouve les options qu'on en a déjà vues de décalage pour pouvoir modifier sur un axe X et Y, intensité pour avoir quelque chose de plus ou moins flou, et rayon pour avoir quelque chose de plus ou moins fort. On retrouve la même chose avec la lueur interne, qui elle n'amènera pas de l'ombre, mais amènera de la luminosité. Toujours avec la possibilité d'ajouter ici un effet graphique, par exemple ici avec du rose. Vous pouvez décider que ça ira du centre vers les extérieurs ou des extérieurs vers le centre. Et encore une fois, c'est l'intensité et le rayon qui permettront de définir cet effet. Superposition de couleurs va vous permettre tout simplement de modifier la couleur de votre objet en quelques minutes. Pas besoin de venir peindre, vous choisissez cet effet et vous le changez. Et en jouant sur les modes de fusion, vous pouvez créer des effets graphiques et des couleurs spécifiques. La même chose existe pour les dégradés. Le principe est le même que pour les contours, donc je ne vais pas réexpliquer, vous aurez compris le principe. Pour la lueur externe, on va avoir ici la possibilité également de créer une lueur, mais à l'extérieur. Alors vous allez me dire que là, ce n'est pas très visible, donc j'augmente ici avec du jaune pour que ça le soit. Et pareil, comme pour la lueur interne, on peut modifier le rayon, on peut modifier l'intensité, et ainsi créer un effet graphique. Donc ça peut être plutôt sympa. L'ombre portée va permettre de venir ajouter une ombre à votre objet, comme pour l'ombre interne, sauf que cette fois, c'est à l'extérieur. Toujours les options d'intensité, de décalage, de rayon, pour créer une ombre plus ou moins importante, et vous avez la possibilité de définir la direction de la lumière, pour savoir d'où elle vient. Si vous utilisez l'outil décalage, qui est un outil donc disponible dans le logiciel, vous pouvez même venir décaler manuellement votre ombre, ce qui peut vous faire gagner du temps. La dernière option, c'est le flou gaussien. C'est assez utile si vous voulez venir flouter votre forme. Donc là, vous voyez qu'on peut venir donc créer un effet graphique assez intéressant. Et quand on coche sur conserver l'alpha, vous voyez que le flou disparaît un peu. Pourquoi? Tout simplement parce que conserver l'alpha va faire que sur les côtés, on garde à 100% notre opacité. Mais si je fais par exemple un effet sur une photo, parce qu'il fonctionne aussi, et bien si je viens faire ici flou gaussien, je vais pouvoir venir flouter ma photo. Et en conservant l'alpha, vous voyez qu'il va remplir automatiquement sur les côtés pour ne pas avoir de perte, mais par contre garder un effet de netteté ou de flou qui m'intéresserait. Les options que nous avons vues, que ce soit les options de 3D, les options de contour, les options de biseautage, peuvent être utilisées. Vous voyez que biseautage par exemple sera sur les côtés. Sur une photo, contour permettra ici de pouvoir venir travailler votre photo pour donner des effets graphiques sur le tout.
C'est pas quelque chose que j'utilise le plus, mais c'est intéressant. Et vous pouvez bien sûr venir ajouter des lueurs internes. Vous pouvez venir ajouter différents types d'éléments pour que eh bien, votre projet soit modifié comme vous en avez envie. Ainsi, nous avons vu tout ce qui va toucher maintenant aux effets de fusion, aux effets, je vais reprendre le nom exact, de calque. Et on va pouvoir avancer sereinement sur la suite du tutoriel avec tout ce qui va être calque de réglage. Et vous allez voir que c'est un chapitre qui est aussi très important, où il y a pas mal de choses à découvrir. Attaquons donc la vidéo sur les calques de réglage. Ils sont assez nombreux, comme vous allez le voir, mais on va les découvrir les uns après les autres. On les retrouve dans le panneau de calque, sur le cercle bicolore, qui s'appelle ici donc réglage. En ouvrant le menu, vous allez retrouver un certain nombre d'effets qui vont vous permettre de retoucher la luminosité, les contrastes, mais aussi les couleurs de vos photos. On va prendre ici deux exemples. On va prendre cette glace avec des éléments rouges et cette feuille. Si je veux commencer par venir prendre le premier outil, il s'agit d'un calque de niveau. Quand vous allez créer un calque de réglage et qu'un autre calque est déjà sélectionné, celui-ci sera automatiquement groupé et ajouté dans votre calque, de façon à ce qu'il n'impacte que lui. Mais vous avez bien sûr la possibilité, si vous le souhaitez, de le sortir pour impacter plusieurs calques. Pour le cas présent, on va le remettre dedans, ça sera mieux. Le paramétrage du niveau, c'est assez simple. Vous avez ici, comme vous pouvez le voir, un panneau qui est apparu. Il apparaîtra un panneau à chaque création de calque de réglage. Vous allez pouvoir venir ici voir des pré-réglages que vous aurez choisis, fusionner votre calque avec un autre, le supprimer ou le remettre à zéro. Vous avez ensuite ici un histogramme. Cet histogramme, qui est composé de 255 colonnes, de la colonne 0 à 255, permet de visualiser les niveaux de gris et de couleur des différentes couches de votre appareil photo, ou plus particulièrement de votre photo. Plus une colonne est haute, plus ça veut dire que le pixel de référence est présent dans la photo. Donc là, par exemple, on peut deviner qu'il y a énormément de pixels blancs, tout simplement parce que les colonnes liées au blanc qui est tout à droite sont très hautes. On voit qu'il y a un petit peu de bleu partout, un petit peu de vert sur la fin, et du rouge dans les tons blancs. Vous pouvez choisir le mode que vous souhaitez, vous pouvez passer en RVB, en gris, en CMJN, et vous voyez qu'à chaque fois, les différentes caractéristiques seront modifiées suivant vos besoins. On va rester nous ici en RVB, ça me va très bien. Vous pouvez venir choisir de modifier la couleur maître, c'est-à-dire l'intégralité des nuances de l'appareil photo ou de la photo, uniquement la couche rouge, et donc là on n'aura plus que la couche rouge qui sera visible, uniquement la couche verte, uniquement la couche bleue, ou uniquement ce que l'on appelle l'alpha, c'est-à-dire les couches transparentes. On reviendra sur le principe de couche un petit peu plus tard dans cette formation. Vous avez ensuite des boutons. Par exemple ici niveau de noir, niveau de blanc et gamma. Ils vont permettre de venir définir comment doivent être traités les pixels les plus sombres. Par exemple ici en déplaçant à 7%, ça veut dire que tout ce qui est entre le pixel 0 et le pixel 7 doit être ici totalement noir, ce qui va donc, vous le voyez, accentuer les effets sombres et on le voit bien sur le cornet. La même chose peut être mise en place ici sur notre petit pixel blanc. Et donc là, on va dire par exemple que tout ce qui est entre 88% et 100% doit être beaucoup plus clair, ce qui éclaircit ces pixels. Vous avez également la possibilité de modifier le gamma, c'est le niveau de gris. Ça va modifier l'ensemble de la composition. C'est tout simplement un effet de dégradé entre le pixel le plus sombre et le pixel le plus clair. Et on va donc avoir une moyenne. Et c'est vous qui décidez où doit être cette moyenne. Et si elle est plus proche du sombre, ça éclaircit. Si elle est plus proche du blanc, ça éclaircit, ça assombrit. Enfin, vous avez ici niveau de noir qui permet de définir ce qui doit être sombre ou non, ou niveau de blanc pour assombrir, pour éclaircir. Vous pouvez utiliser des modes de fusion sur vos différents calques. On connaît déjà ce principe, on a vu ça un petit peu plus tôt dans la vidéo dédiée. Et pareil pour les opacités. Enfin, vous avez ici un petit bouton plage de fusion qui va vous ouvrir un menu qui permet tout simplement de pouvoir venir fusionner vos calques, c'est-à-dire de venir travailler les calques de réglage, plutôt les options de fusion, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, densité couleur plus et autres, en jouant avec un système de courbes qui vont permettre de fusionner plus ou moins des éléments. Je ne suis pas forcément un grand habitué de ces options de fusion et de surtout la partie personnalisation.
Donc malheureusement je ne rentrerai pas dans les détails. Si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous souhaitez une formation, je me renseignerai et je viendrai ajouter une vidéo à ce tutoriel sur Affinity Photo. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Un petit message dans la partie entraide et ça partira. Accessoirement, donc, vous retrouverez la plupart de ces éléments, les menus au-dessus et en dessous, dans tous les calques de réglage. Par exemple, si je viens en prendre un deuxième qui est balance des blancs, on retrouve les effets du dessus. La balance des blancs va permettre de venir accentuer les couleurs. Par exemple, les tons bleus ou les tons rouges, pour venir donner un peu plus de luminosité colorée. Et on va également pouvoir modifier la teinte, avec ici un peu plus de violet ou un peu plus de vert. Et les deux peuvent être donc complémentés pour pouvoir avoir une couleur qui s'adaptera à vos besoins. L'option sélecteur de couleurs vous permet également de pouvoir venir normalement sélectionner la couleur principale, ici par exemple du rouge, et il va essayer de mettre la balance optimale. Attention, pour que ça fonctionne bien, en fait il faut prendre la couleur la plus claire de votre photo, le pixel le plus lumineux, pour que le logiciel fasse automatiquement la dite balance des blancs. Donc là on voit par exemple que le mieux c'est d'avoir une teinte à -5. L'élément suivant, TSL, teinte, saturation, luminosité. Il permet de venir modifier l'entièreté des couleurs de votre photo, ici avec le bouton de teinte, saturer les couleurs, donc les rendre un peu plus colorées, ou au contraire les désaturer, les mettre en noir et blanc, et modifier la luminosité. Vous pouvez également avoir le choix, ici, de venir par exemple définir TSV, et venir choisir la couleur que vous voulez. C'est-à-dire que là, le TSV, ça va garder en mémoire uniquement les pixels colorés, alors que sinon, il est possible que ça change même le fond, ce qui n'est pas forcément demandé. On peut également venir choisir des couleurs. Là, par exemple, je vais prendre le rouge, et vous voyez qu'il y a dans le cercle chromatique, à cet endroit, des petits points, qui permettent de définir l'entièreté des couleurs qui sont sélectionnées. Donc en l'occurrence, ici, on va aller du violet au jaune. Et si je change la couleur, ça changera les couleurs qui sont liées. Si je viens resserrer un petit peu le tout, parce que je ne veux par exemple modifier que les pixels qui sont rouges, vous voyez que je viens changer le tout, eh bien ce qui est modifié c'est uniquement ce qui concerne mes pixels. Donc là j'adapte au fur et à mesure pour ne prendre que le rouge en main. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui soit adapté suivant les besoins que vous voulez et ce que vous devez corriger. Ça permet d'être beaucoup plus localisé. Et donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Ça permet de vraiment, par exemple ici, ne corriger que le bleu, que le rouge de notre élément. Je vais venir ici supprimer nos petits calques de réglage, parce que sinon ça commence à faire beaucoup. On va avoir le suivant, qui est recoloré. Lui, le principe, c'est juste de venir placer votre image en niveau de gris. C'est ce qu'on appelle une fausse bichromie. Il va prendre la couleur que vous souhaitez et l'appliquer avec un petit filtre un petit peu pop art, toujours avec saturation et luminosité. L'élément suivant, noir et blanc, permet, comme son nom l'indique, de passer votre photo en noir et blanc. Vous allez pouvoir venir accentuer ce qui est rouge, c'est-à-dire que vous pouvez venir par exemple demander que dans les parties rouges de la photo, ça soit plus blanc ou plus noir. Vous pouvez faire la même chose dans les parties jaunes, pour accentuer certaines parties, les parties vertes, bleues et autres. Et si besoin, vous pouvez toujours venir sélectionner une couleur, vous cliquez sur sélecteur de couleur, vous cliquez sur la couleur en question, et ça adaptera. Donc ça, c'est assez utile pour gérer les noirs et blancs. La partie luminosité contraste, relativement simple. Augmentation de la lumière ou descente de la lumière. Augmentation des contrastes ou descente des contrastes. La partie postérisée, ça va juste passer votre photo ici avec beaucoup moins de couleurs. En l'occurrence, 4 pour le cas présent. Et vous pouvez l'augmenter de façon exponentielle suivant vos besoins. Dans la partie exposition, vibrance, d'abord, avant toute chose, excusez-moi, vous avez la possibilité de venir rendre les couleurs un petit peu plus chatoyantes, ou au contraire de venir les désaturer. Et toujours le bouton de saturation pour saturer les couleurs ou les mettre en noir et blanc. Ça permet de pouvoir venir modifier vos photos selon vos besoins. Exposition, vous allez pouvoir augmenter la lumière ou la baisser. Ça permet de venir corriger des soucis liés à l'appareil photo. Si l'exposition a bloqué, vous avez par exemple peu de lumière sur votre cliché alors qu'il y en a besoin, vous pouvez le retravailler ici. Donc c'est un outil à connaître. Ton foncé, ton clair, pareil, vous retrouvez deux tons, la lumière et l'ombre, et vous pouvez venir accentuer ces ombres et ces lumières
suivant les besoins avec les boutons. Ça permet d'accentuer vos effets. N'oubliez pas que si besoin, vous pouvez venir également ajouter, et on reverra ça un peu plus tard, un masque de fusion à votre calque, donc un masque de calque. Ça permettra par exemple, ici imaginons que je suis venu rendre un peu trop sombre un élément ou au contraire un peu trop visible, eh bien on pourra les utiliser pour venir effacer certaines parties et faire l'effet de façon localisée. On reverra ça un petit peu plus tard pour voir comment ça fonctionne. Mais là vous voyez que tout de suite il a été ajouté quand je suis venu peindre, et juste si je repasse ici avec du blanc, je peux réeffacer. On revoit ça dans le chapitre lié au détourage. La partie seuil va passer votre couleur, votre photo plutôt, en nuance de gris, ou plutôt en nuance de noir et de blanc. Et le seuil qui est ici va permettre de définir tout ce qui va être après 50% sera blanc, tout ce qui sera avant sera noir, et vous pouvez déplacer votre effet de seuil pour définir quelle couleur doit être présente. Dans la partie courbe, ici, vous allez pouvoir retrouver une partie donc liée à la courbe pour modifier la luminosité. Vous avez la moyenne, et si vous montez, ça va éclaircir, tandis que si vous descendez, ça va assombrir. Et en fait, on a encore une fois cette histoire d'histogramme qui est à prendre en compte ici, qui permet de venir accentuer certaines teintes de gris, ou au contraire, de venir les descendre. Vous pouvez adapter en ajoutant énormément de points suivant les besoins. Vous pouvez toujours choisir les couleurs, vous pouvez toujours choisir le mode colorimétrique, et vous avez la possibilité de le faire manuellement. C'est un outil qui sera assez utile quand vous allez faire du photomontage ou de la retouche. Je vous recommande de le tester et de le maîtriser. Il est essentiel dans la retouche photo. La partie mélangeur de canaux, je l'utilise très peu. En règle générale, pour faire simple, quand vous prenez une photo, eh bien celle-ci est composée de 3 canaux. Rouge, vert, bleu. Eh bien vous pouvez venir définir par exemple que le canal rouge ne soit pas à 100% rouge, mais qu'au contraire il ait un petit peu de vert et un petit peu de bleu, ce qui va permettre de modifier légèrement les couleurs. C'est un filtre que j'utilise en général pour créer un effet de... alors je ne vais pas retrouver le nom, mais de couleur rouge et blanche, comme quand on vient enlever notre filtre infrarouge. Bah voilà, c'est les photos infrared, qui sont des photos assez intéressantes et qui demandent normalement de venir trafiquer son appareil photo. Et bien en utilisant directement le logiciel, vous pouvez éviter de le faire. Encore une fois, si vous voulez apprendre à faire un effet infrared, n'hésitez pas à me le dire dans la section entraide, j'ajouterai une vidéo dédiée le moment venu. Dans la partie suivante, courbe de transfert de dégradés. C'est un outil que j'aime beaucoup. Il permet donc de venir faire des dégradés. Je ne reviens pas sur le principe, je vous invite à aller revoir la vidéo sur les effets qu'on a déjà vus. Il permet tout simplement de venir déplacer des points, de venir modifier dans les tons sombres et lumineux les couleurs pour les adapter. Donc là par exemple, tout ce qui est à droite, ça sera les tons clairs. Donc là je vais pouvoir venir définir leurs couleurs. Tout ce qui est à gauche, ça va être les tons les plus foncés. Je vais pouvoir venir également définir leurs couleurs. Et au milieu, on va pouvoir créer des effets de dégradé si on en a besoin, pour venir modifier la luminosité, modifier les effets colorimétriques de notre projet. Et plus vous allez ajouter de points, plus vous allez pouvoir modifier la couleur pour donner des effets graphiques. Par exemple ici, un petit effet un peu pop art, comme je suis en train de le mettre en place. Et ensuite, il suffit tout simplement de venir déplacer les points, de venir les adapter, de venir modifier le tout pour avoir un rendu qui nous intéresse. Pour le calque de réglage suivant, correction sélective, c'est un de ceux que j'utilise le plus. Vous retrouvez les différentes teintes, rouge, vert, jaune, cyan, bleu, magenta, blanc, neutre et noir. Et en fait, vous allez pouvoir sur chacune de ces couleurs, chacune de ces couches, ajouter par exemple un petit peu plus dans le rouge de cyan. Ce qui va, vous voyez, modifier la couleur de notre rouge. Au contraire, le baisser, qui va modifier également le rouge. Augmenter le magenta ou le baisser, qui va modifier la couleur. Et ça permet de faire ça de façon localisée. Si vous travaillez sur le blanc, le neutre ou le noir, ça va modifier la lumière qui est présente, et donc l'ensemble de la couleur de votre composition. Donc ça donne des effets très intéressants, et encore une fois, pour fusionner des calques, vous verrez que c'est assez utile un peu plus tard. La partie balance des couleurs, on peut ici travailler sur les tons foncés, moyens et clairs, et on va pouvoir venir accentuer, dire que dans les tons foncés, les ombres doivent être par exemple un peu plus rouges. Donc là je vais dans foncé,
et je dis que bah voilà, ce qui est foncé normalement doit l'être un peu plus en rouge ou un peu plus bleu. Je veux un peu plus de magenta ou au contraire un peu plus de vert. Et donc vous voyez que votre projet va s'adapter petit à petit. Si vous voulez travailler, je me suis trompé, j'ai travaillé les tons clairs, donc les tons foncés, vous voyez que bah, le fond par exemple va devenir un peu plus bleu. Vous voulez travailler ici, vous voyez que ça marche également. Donc ça, à tester, c'est assez intéressant. Je le rappelle, hein, je vous invite à venir tester chacun de ces outils. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire en même temps que moi pour ne pas être perdu, mais vous avez le principe. Ça vous permet de vous y retrouver. En dessous, on va avoir ici inversé, qui va tout simplement être l'équivalent d'un CTRL-I. Vous pouvez venir le faire avec des raccourcis si besoin. Épreuve écran va permettre de venir choisir le profil colorimétrique de votre photo. Donc il existe plusieurs types de profils, suivant ce que vous allez choisir, et bien l'impression sera différente. Là, on peut prendre par exemple le faux gras 39, qui est un profil classique. Vous pouvez prendre un Adobe RGB, etc., etc. Vous avez ici plusieurs types de colorimétrie pour avoir des rendus différents. Ça peut être intéressant de le tester quand vous allez imprimer un document. L'élément suivant, table de conversion, lui il permet de venir charger des éléments. Alors on n'en a pas forcément de base, c'est des fichiers qui sont en, je vous augmente la fenêtre ici, en 3DL, CC, LUT et autres. Ça permet tout simplement de venir en fait intégrer directement un document qui va utiliser plusieurs types de couleurs pour modifier votre photo. Et on va pouvoir l'adapter à d'autres photos sans avoir besoin de recommencer l'action à chaque fois. Donc vous pouvez les charger si vous n'en avez pas. Sinon vous pouvez en générer automatiquement, pareil, à partir de JPEG. Personnellement, je l'utilise très peu dans Affinity, un peu plus dans d'autres logiciels qui proposent des pré-réglages, ce qui n'est pas forcément le cas ici. La partie filtre de l'objectif va permettre de venir rajouter un petit peu comme on le fait dans les fêtes foraines, dans les galas et dans les soirées quand on est très jeune. Quand je dis très jeune, c'est encore le collégien, et que l'on vient mettre des petites plaques de cellulose devant une lumière pour la colorer. Et bien le principe ici est le même. Je vais pouvoir venir colorer ma photo, choisir une couleur pour adapter le tout, et ainsi avoir quelque chose qui soit graphiquement intéressant. La partie séparation des tons va permettre de venir modifier vos couleurs de façon un peu plus poussée et de façon très localisée avec les tons clairs, les tons foncés et en jouant sur les teintes et la saturation. C'est assez intéressant, mais c'est plutôt dédié cette fois aux photographes. C'est plutôt vous, si vous avez l'habitude d'utiliser la photographie, qui pourrait avoir l'utilité de ce type de projet, de ce type de calque, ce qui permet rapidement de corriger votre photo. Enfin, il va nous rester OCIO et normal. OCIO, il vous permet de venir définir un espace colorimétrique d'un autre document et ici d'avoir une cible. Je ne l'utilise que très peu, comme vous pouvez le voir. Et le normal, il va permettre de venir motiver, ou plutôt modifier, le nombre de couleurs. Là, par exemple, on peut avoir quelque chose de surréaliste en modifiant la rotation de notre roue colorimétrique. Et on peut venir ici jouer sur l'échelle pour adapter ou non celle-ci. On peut faire un retournement des effets. On peut faire un retournement en Y. Et donc ainsi avoir un effet graphique très rapidement. Et qui peut être plutôt sympathique, plutôt que de s'embêter à le faire, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc voilà pour ces différents calques de réglage. J'espère qu'ils vous auront permis de mieux comprendre comment ils fonctionnent dans Affinity Photo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va maintenant passer aux outils de déformation et de transformation d'images. Passons maintenant aux outils de déformation et de transformation. Le premier de ces outils, quand vous avez un calque, est tout simplement l'outil déplacer, représenté par une flèche noire. Le principe, il va permettre, lorsque vous n'avez pas de cadenas sur votre document, donc là en l'occurrence ici, j'en ai un, vous voyez qu'il y a des petites croix, donc si je viens enlever ce cadenas en cliquant dessus, je vais avoir des petits points. Ces petits points vont me permettre de venir agrandir ou rétrécir mon élément. Si je reste appuyé sur la touche Shift ou Maj, je vais pouvoir venir enlever la restriction de proportion, tandis que le fait d'appuyer sur CTRL me permet de partir du centre vers les extérieurs. Vous avez également la possibilité, en venant appuyer sur la touche Alt, de venir ignorer le magnétisme, et si besoin, vous avez la possibilité de venir vous voyez, réduire sur les côtés.
Vous avez également un bouton qui est en haut ici qui vous permet de faire des rotations pour modifier l'orientation de vos éléments. Cette chose, vous pouvez également le faire si vous venez au-dessus d'un de vos points. Vous voyez que j'ai maintenant une sorte de double flèche qui est représentée, qui me permet également de venir faire un effet de rotation, ce qui peut être assez intéressant et assez utile. Ça permet d'avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Outre ces possibilités, qui sont donc avec cet outil, vous avez également d'autres options liées à des outils spécifiques. Et plus particulièrement ici, un outil qui s'appelle l'outil Perspective, qui va permettre donc de venir ouvrir un nouveau document, un nouvel onglet. Onglet qui va permettre de définir si votre plan est ce qu'ils appellent un plan unique ou double. Si c'est un plan double, vous avez ici plusieurs déformations. On verra ça juste après. La possibilité d'afficher la grille pour pouvoir déplacer plus facilement les éléments et les repérer. Vous voyez qu'ainsi vous pouvez venir déformer comme vous le souhaitez votre objet, votre calque, avec la possibilité de venir ici faire une rotation dans un sens. Vous remarquerez que ça s'adapte automatiquement à votre espace de travail. Vous pouvez également venir décider de la destination, c'est-à-dire que là, ce qu'on va venir modifier, donc dans le mode c'est destination, si c'est la source, ce qu'on modifie, c'est l'image de base. Là, on va rester sur celle-ci. Vous pouvez sélectionner une destination pour aller à un autre endroit si besoin. Ici, les trois boutons vont vous permettre également de pouvoir voir un petit avant-après. Donc là, vous voyez comment ça se passe avant retouche et après retouche. Vous pouvez décider d'avoir un petit trait au milieu qui va couper votre élément, donc pour pouvoir voir. Ces options, vous les retrouverez régulièrement dans Affinity, ou bien de venir en mode classique. Quand on est en plan unique, comme vous avez pu le voir, on peut venir ainsi modifier la perspective en ne sélectionnant par exemple qu'un point et en décalant celui-ci. Ça permet d'adapter la perspective de votre photo très rapidement et très simplement. Ça peut être assez intéressant et assez utile. Si vous venez dans la partie plan double, on se retrouve ici dans quelque chose un petit peu plus isométrique, un petit peu plus en forme de cube. Et de la même façon, vous allez pouvoir venir déplacer la perspective de votre élément. On reverra ça juste après avec des cubes par exemple, ou des formes qui vont être graphiques et surtout qui vont être cubiques pour pouvoir les déplacer. Si je prends par exemple une photo qui est ici avec un immeuble, donc je viens l'ouvrir, je peux prendre ma grille de déformation, je me mets en plan double avec un affichage de la grille, et donc là, ça peut être l'occasion de venir modifier la dite grille. Grille que vous pouvez venir bien sûr déplacer sur les points en haut, sur le côté uniquement à gauche si besoin, ou à droite. Et bien sûr, rien n'empêche de venir déplacer votre calque, donc de le décaler, et d'ajouter la grille pour venir adapter le tout. Encore une fois, n'hésitez pas, suivant les besoins, à modifier les choses et à adapter. Donc ça, c'est des petites options de transformation assez rapides et qui peuvent être assez utiles. Vous avez également une outil grille déformante. Je reviendrai dessus certainement un petit peu plus tard. Le principe de la grille déformante, vous allez pouvoir venir double-cliquer pour placer un point. Et ce point permettra de venir déplacer votre photo. On reviendra dessus dans la partie qui va être dédiée à la retouche photo, parce que c'est quelque chose qui est quand même pas mal utilisé et utile dans ce type de projet pour pouvoir améliorer le rendu pour quelque chose qui est lié à la photo. Donc je ne rentre pas dans tous les détails, on reverra ça le moment venu. Retenez juste qu'avec cet outil, vous pourrez donc venir rajouter des nœuds, les supprimer et déplacer vos éléments. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui touche à la déformation. Il y a une dernière petite chose qui peut être utile, c'est tout simplement le fait de venir faire un clic droit sur un calque. Et ici, vous avez les options d'organisation d'alignement, que l'on connaît maintenant, mais vous savez surtout aussi les options de transformation, avec la rotation à gauche et à droite, ou le retournement horizontal et vertical. Donc ils vont être assez liés, comme vous le savez maintenant, aux outils de déformation. On va maintenant passer à la suite de ce chapitre avec un petit menu qu'il est intéressant de connaître, qui est tout simplement le menu d'historique. Donc pour ça, je vais juste venir faire quelques petites déformations, même si ce n'est pas forcément quelque chose dont on a besoin et que l'on veut modifier, c'est juste pour créer de l'historique, pour créer des effets graphiques qu'on pourra réutiliser.
Donc vous aurez ainsi toutes les infos pour le prochain chapitre. Un des panneaux les plus utiles est le panneau dit d'historique. Je vous le déplace ici. Je rappelle que si besoin, vous pouvez aller dans Fenêtres et Historique. C'est le panneau qui va vous permettre tout simplement de pouvoir retrouver les différentes actions réalisées sur votre projet. Vous voyez que là, je viens l'agrandir. On retrouve un grand nombre de choses que j'ai réalisées sur cette photo au fur et à mesure de la formation. On a les dernières actions, ici avec annuler la sélection par exemple. On va avoir ici définir l'opacité globale et je peux remonter petit à petit pour retrouver les différents éléments que j'ai réalisés. Ça me permet de pouvoir retrouver facilement peut-être la photo d'origine, mais aussi de retrouver une étape spécifique si je le souhaite. Le raccourci qui est à connaître, c'est CTRL-Z qui permet de venir remonter petit à petit dans votre historique également. Vous pouvez remarquer également que dans cet historique, il y a parfois des petits pictogrammes qui vous invitent à venir parcourir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir ouvrir des étapes supplémentaires. Par exemple ici, on voit que j'ai fermé toutes les étapes entre transformer et ce qu'il y a après. Ça permet de pouvoir les retrouver plus facilement. Vous pouvez voir également que vous avez sur le côté ici des éléments qui s'appellent donc définir la source du pinceau d'annulation ou du pinceau définir la source du pinceau d'annulation. Ça permet tout simplement de venir sur par exemple un paramétrage qu'on aurait fait plus tôt. On va essayer d'aller en reprendre un qui serait coloré. J'essaie d'en retrouver un, voilà, celui-ci. Je peux cliquer sur le pictogramme pour le mettre un petit peu plus en blanc. Et si je reviens plus bas, on voit que celui-ci il est toujours en blanc. Donc là, je me remets tout en bas. Et si maintenant je viens prendre ce fameux pinceau d'annulation qui est ici, je vais pouvoir venir dessiner avec. CTRL, ALT, clic gauche pour venir l'agrandir. Et en fait, vous voyez que si je viens peindre sur ma photo, eh bien, il va venir me remettre l'effet qui était présent au moment de l'utilisation de mon pinceau, enfin de mon historique, un petit peu plus haut, ici. Si je viens définir que l'étape de base, c'était celui-ci, et bien par exemple, ici, je vais pouvoir venir remettre du noir et blanc, parce qu'à cette étape, on était en noir et blanc. Si je viens me remettre au tout début, eh bien on va retrouver le rouge, avec un petit peu de contraste, parce qu'à ce moment-là, j'avais travaillé les contrastes. Donc ça permet de pouvoir retravailler efficacement un projet en prenant en compte ce qui a déjà été fait un petit peu plus tôt et de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Vous avez également toujours un petit menu burger ici qui s'appelle donc avancer et qui vous permet en plus de retrouver ici vos différents éléments avec la date et l'heure, toujours le pinceau d'annulation mais également un rendu. Donc ça me permet en un coup d'œil de pouvoir retrouver ce qui était fait et de me dire là regardez là il y avait un fond rouge, je veux que ce fond il revienne. Là, il y avait un effet qui était un peu plus orangé, j'aimerais qu'il revienne. Et je peux les réutiliser en jouant sur ce pinceau. Je ne rentre pas sur tous les détails du paramétrage de pinceau. On reverra ça un petit peu plus tard dans la partie dédiée au dessin et au masque de fusion ou masque de calque dans le prochain chapitre, parce que c'est des pinceaux, des éléments qui sont essentiels. Mais pour le moment, en tout cas, vous avez ici vu comment cela fonctionne et on va pouvoir passer à la suite. Pour le prochain exercice, nous allons venir mettre en place ce que l'on appelle un mock-up. Un mock-up, c'est une mise en situation. Ça va permettre de pouvoir venir dynamiquement changer des éléments sans avoir besoin de refaire plusieurs fois les mêmes actions. En l'occurrence ici, sur cette photo et sur celle-ci, changer les écrans. Dans un premier temps, je vais venir chercher une photo. On va prendre par exemple cette photo, qui est donc tout simplement un champ de lavande. On va venir le réduire. Donc vous voyez, je viens descendre la taille de ma photo. Et je vais venir la placer automatiquement dans mon écran. Pour ça, nous avons vu un petit peu plus tôt un outil, qui est l'outil grille de perspective en mode unique. Ce plan, on va pouvoir venir ainsi prendre les quatre coins de notre photo. Donc là, vous voyez, je viens les déplacer. Et je vais pouvoir venir donc simuler mon écran. Sur cette photo que j'ai choisie, c'est un petit peu plus complexe pour la simple et très bonne raison que l'on ne voit pas la distinction très facilement entre le bord et la photo. Donc ça sera à vous de venir l'imaginer. Mais l'idée c'est excusez-moi, de vous montrer le principe.
Et donc là, vous voyez que très rapidement, je viens intégrer ma photo. Une fois que c'est fait, maintenant je me dis j'aimerais bien la changer. Ok, j'ai mon écran qui est ici, mais j'ai passé un petit peu de temps, là j'ai déjà passé au moins 1 minute ou 2, à venir mettre en place mon élément efficacement. Or, ce que j'aimerais maintenant, c'est avoir cette photo de ciel ici. Comment faire pour l'intégrer rapidement? Eh bien, nous avons déjà vu cela. Là, je vais juste venir réduire un petit peu la taille de ma photo. Et ça va se passer dans les calques. Vous allez sélectionner votre photo de montagne et vous allez venir demander à ce qu'elle s'intègre automatiquement ici dans la photo de lavande. Et donc, si je viens ouvrir mon groupe, j'ai bien maintenant mon autre photo avec la possibilité de pouvoir venir modifier dynamiquement sans avoir besoin de refaire l'intégralité de l'action. Si je veux ajouter une photo d'une autre montagne, mais qui serait elle cette fois, eh bien, par exemple en vertical, donc là vous voyez, je suis venu l'intégrer directement, et comme elle est dans le dossier au-dessus dans la pile de mon écran de base, eh bien vous voyez qu'elle vient se remplacer automatiquement et n'est visible que dans la zone sélectionnée. Ça, c'est le niveau 1. On est sur quelque chose qui est avec une forme classique. Si je me retrouve avec une photo qui est ici un peu plus complexe, l'une comme l'autre, je vais ici ébaucher des outils que l'on reverra dans d'autres chapitres, plus particulièrement le détourage. Mais je vais par exemple pouvoir venir prendre un élément. En l'occurrence ici, je vais venir prendre un outil qui s'appelle le lasso polygonal. Cet outil lasso va me permettre de venir faire un point, cliquer, sélectionner ici une autre zone, venir également en bas et revenir ici. Ça me crée une sélection de mon élément. Je vais faire un raccourci qui est un CTRL J. Et ce CTRL J, il me fait une duplication de l'écran que j'ai sélectionné. Et là maintenant, eh bien, la logique sera la même. Je vais pouvoir aller chercher une photo, je vais l'intégrer dans mon calque et je peux venir le mettre à la place. On peut venir déplacer la photo et l'adapter. Et la perspective est adaptée. Alors elle n'est pas forcément exactement la bonne sur la photo, mais ici pour changer un écran, ça fonctionne. Et si vous voulez changer la perspective, eh bien vous avez juste à prendre votre outil de perspective. Vous connaissez le principe maintenant. On peut sélectionner ici plusieurs éléments. Alors attention, j'ai sélectionné ici un petit souci de couche, c'est-à-dire que je n'en ai qu'une seule qui est sélectionnée. On reverra ça un petit peu plus tard. C'est parce que j'ai fait des petits tests à cet endroit. On ne va plus y toucher, voilà. Mais là, je vais pouvoir venir donc sur ma photo, eh bien la modifier, dire que sur ce calque, on doit modifier une partie, on l'adapte comme il faut. Donc, je reprends mon outil de perspective. Si je clique au bon endroit, c'est mieux. Et donc après, je vais pouvoir venir réadapter la photo en affichant la grille et ainsi avoir quelque chose qui conviendra à ce que je veux mettre en place. Alors si je ne touche pas aux couches, c'est mieux. Et donc là, vous voyez que maintenant, je peux venir l'adapter, la modifier et faire ce que je veux avec cette photo. Et si j'ai besoin de la changer, je pourrais le faire à tout moment. Et on peut faire la même chose ici avec l'autre écran. Donc là, par exemple, sur celui qui est derrière, je vais me remettre sur mon calque de base. Je vais reprendre mon outil de lasso, que l'on reverra un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. On vient ici, hop, refaire la forme. On a quelque chose ici qui est un peu plus complexe, tout simplement parce qu'on a ici le stylet qui passe, par exemple. Donc ça, c'est pas grave. Alors hop, j'ai un petit bug d'affichage ici. Je vais faire un petit CTRL Z. C'est le fait d'avoir zoomé. Il y a encore quelques petits bugs d'affichage dans le logiciel. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc il faut faire attention à ça. Il faut laisser charger un petit peu votre outil. Parfois, Affinity a des petits soucis de lag de ce côté-là. En tout cas, j'avais déjà quelques soucis de lag sur l'ancienne version d'Affinity qui était Affinity 1. J'en ai encore un petit peu sur Affinity 2. Mais vous voyez que ça permet quand même d'aller très rapidement faire ma sélection. Je la finalise. CTRL J comme on l'a déjà vu. Et comme tout à l'heure, on peut venir intégrer notre photo dans la composition. On dit qu'on doit être à cet endroit. Et vous voyez, j'ai changé mon écran. Le détourage n'est pas parfait. Mais quand on va venir dézoomer, en fait, ça fonctionne relativement bien. Donc avec ça, on a fait notre petit mock-up, notre petit exercice. Il y a bien sûr d'autres solutions. On verra comment télécharger directement depuis Internet. On verra ça dans la dernière partie de cette formation. Comment importer des éléments. Et vous verrez ensuite, tout simplement, ce qu'il est possible de faire.
On va passer maintenant au prochain exercice qui nous permettra de prendre d'autres outils en main et de réaliser des exercices pratiques sur ce que l'on a déjà vu. Attaquons maintenant la partie double exposition. La double exposition, c'est un effet graphique que l'on retrouve assez régulièrement sur Internet, déjà parce qu'il permet de créer des effets très sympathiques, et en plus parce qu'il n'est pas très compliqué à mettre en place. C'est un effet qui va fonctionner aussi bien sur des photos qui vont être sombres, comme ici, claires je veux dire, que celles-ci qui sont sombres. Le principe, ça va être d'utiliser les zones lumineuses et les zones assombries pour pouvoir mélanger nos photos. Dans le cas par exemple ici de notre petit chat de compagnie, on va pouvoir venir prendre cette photo. Je fais un CTRL A pour la sélectionner. Je vais faire un CTRL V pour la coller. Et le principe de la double exposition, c'est que je vais venir jouer avec les modes de fusion pour pouvoir venir incruster cet élément dans ma photo. Donc dans mon animal tout simplement. Donc là vous voyez que en venant jouer sur les modes de fusion, ça va permettre de mélanger les différentes couleurs. Il y a plusieurs modes qui vont être utiles, mais il y en a surtout certains qui vont permettre de bien mieux mélanger le tout. En l'occurrence, sur la photo que j'ai choisie ici, vous voyez que ce qui ressort essentiellement, ça va être les éléments qui vont être foncés. Donc dès qu'on va avoir des choses un peu trop claires, ça ne marchera pas. Donc ce que vous pouvez faire, là on va prendre l'autre exemple, je l'avais fait exprès pour vous le présenter, c'est que je vais prendre celle-ci et je vais venir l'intégrer. Encore une fois, je fais un petit CTRL V pour l'ajouter. Là on est sur des tons qui vont être un peu moins contrastés. Et si on vient jouer maintenant par exemple avec obscurcir, avec produit ou avec les éléments dits de superposition, d'incrustation ou encore de lumière tamisée, eh bien vous allez pouvoir voir apparaître sur la photo les éléments que l'on aura définis avec la seconde photo pour venir donner donc notre effet ici donc de mélange. À vous de tester, chaque photo va être un petit peu différente. La logique étant que quand on est sur un fond noir et qu'on met donc dans les premières parties ou dans les secondes, on va avoir sur les zones lumineuses quelque chose de visible et sur les éléments sombres, ça deviendra invisible. Tandis que si on vient le faire sur un fond blanc, donc pareil, je vais incruster ici ma photo. Si je viens de nouveau jouer avec les modes de fusion, et plus particulièrement cette fois éclaircie, superposition, densité couleur et autres, eh bien on va avoir notre mélange qui se met en place. Alors là on voit qu'avec éclaircie ça marche plutôt bien. Avec couleur plus ou incrustation ça peut marcher aussi. Le problème qu'on va avoir c'est que là on a encore des éléments qui sont très visibles. Pourquoi? Parce que le fond n'est pas totalement blanc. Ce que vous pouvez faire pour compenser cela, c'est venir prendre tout simplement un calque de réglage, qu'on va faire ici de niveau, qui va me permettre tout simplement d'éclaircir mon fond. Et donc là vous voyez que l'effet maintenant ne se fait plus que sur le personnage, et je peux adapter le tout avec les différents paramètres pour avoir quelque chose qui corresponde à ce que je veux. Si jamais il y a encore un petit peu trop d'éléments, il faudra adapter le tout pour que ça fonctionne bien. Et ce qui est intéressant également, c'est que je peux très bien venir ici rajouter un calque. Je vais prendre mon pinceau. On n'a pas encore travaillé forcément sur les pinceaux, on reverra ça. Je vais mettre ici, par exemple, donc un pinceau dans le panneau pinceau, sans même bouger les paramètres. Je vais aller dans fenêtre, je vais venir chercher pinceau. Vous allez avoir ici un grand nombre de pinceaux. Je vais prendre le classique acrylique. On peut venir choisir ce qui existe déjà sans les modifier. Je peux venir faire un CTRL, ALT, clic gauche pour venir l'agrandir. Et en ayant bien ici la couleur noire, donc on voit bien qu'elle est au premier plan, elle est devant, ou ici dans le menu couleur, je rappelle, fenêtre couleur, ici on a bien du noir, je vais mettre à 100% pour avoir quelque chose de très foncé. Et bien maintenant si je viens peindre, vous voyez que je peux venir rajouter des petits éléments. Je peux venir accentuer mon effet graphique, ou au contraire, en venant peindre avec du blanc, donc là je viens venir inverser ici avec la double flèche, le fait de peindre avec du blanc, c'est-à-dire qu'on le met au premier plan, et bien en fait on va pouvoir venir incruster un peu mieux nos éléments. On peut choisir d'autres modes, d'autres effets, on s'adapte suivant ce que l'on veut. Petit raccourci intéressant, quand vous appuyez sur X, vous pouvez inverser la couleur de votre dégradé ou de votre couleur ici, et donc passer du noir au blanc assez facilement. Et donc là vous voyez que je peux venir créer des effets graphiques, une composition, avec mes pinceaux, par exemple ici simuler une chevelure spécifique à la photo,
tout en gardant mon personnage. Et bien sûr, après, rien ne m'empêche de venir rajouter d'autres calques de réglage, un autre calque de niveau par exemple pour retravailler l'entièreté de ma composition, faire ressortir des éléments, ajouter peut-être un calque de teinte, saturation, luminosité pour faire ressortir les couleurs, faire ressortir et modifier un petit peu les teintes de l'intégralité, augmenter la lumière. Bref, on peut venir adapter notre projet comme on en a envie. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt simple à prendre en main et on peut facilement avoir des effets assez sympas. Là je vais juste venir reprendre ma gomme, je vais l'agrandir, même principe que le pinceau, c'est juste que j'ai mis un petit coup de pinceau non souhaité. Et donc vous voyez que ça marche très très bien pour cet effet de double exposition. Je vous enregistre le fichier, il sera enregistré sous le nom de double expo dans la partie fichier source des éléments que vous pouvez télécharger. Ça vous permettra de voir comment cela fonctionne. Et moi je vous invite à venir tester donc avec différentes photos, celles que je fournis mais aussi d'autres, et bien comment utiliser les modes de fusion pour retravailler un petit peu ces effets graphiques. On va passer à un dernier exercice pour ce chapitre sur les calques avec la retouche en lumière tamisée. Une des fonctionnalités qui peut être intéressante, qui va commencer à se rapprocher de la retouche photo, mais qui va utiliser le principe de calque, est celle de la retouche lumineuse avec un calque en lumière tamisée. Pour cela, je vais créer ici un nouveau calque. On va venir le mettre dans le mode de fusion lumière tamisée. Et je vais aller chercher le pinceau. Pour rappel, le pinceau, vous pouvez venir tout simplement modifier ici donc ce qu'on appelle son flux. C'est-à-dire, on le reverra un petit peu plus tard, mais le pourcentage d'encre dedans. Son opacité, sa largeur. Et vous aurez aussi la dureté. Mais pour ça, on va revenir sur les pinceaux dits classiques. Donc on va avoir tout simplement les basiques. Et je vais prendre moi un pinceau qui va être avec une dureté à 0. Donc très flou. On peut augmenter un petit peu la largeur. Parce qu'on veut ici venir peindre sur quelque chose d'un peu plus grand. Petit raccourci qui peut être utile, CTRL-ALT-CLIC permet de réduire tout simplement la largeur sans aller besoin de travailler dans les paramètres en haut. On va mettre une couleur qui va être ici soit du noir, soit du blanc. Encore une fois, vous pouvez venir le paramétrer dans le panneau couleur. Donc là, vous pouvez ainsi venir adapter si vous voulez quelque chose de plus ou moins blanc, de plus ou moins sombre. Et au besoin, vous repassez de l'autre côté ici, vous le voyez, sur du blanc. On pourrait même venir ici tout mettre à 0 et on aurait encore une fois du gris ou du blanc. On adapte comme on le souhaite. Pour l'instant, on met tout en noir. Et le principe, c'est que quand vous allez venir peindre avec votre pinceau, vous voyez, je viens peindre, et bien automatiquement, on va avoir ici de la couleur qui va se mettre. On va juste décocher ici les bords humides. Et donc là, si je viens peindre parce que je veux assombrir une partie de ma photo, par exemple ce côté-là, le fait de venir peindre avec du noir en lumière tamisée va assombrir la photo. Si j'appuie sur X et que je passe avec du blanc, ça va à l'inverse pouvoir venir éclaircir. Et donc ces techniques, on peut les utiliser pour venir rajouter par exemple des rayons de lumière par endroit. Là vous voyez, de cette façon, je viens ajouter de la luminosité sur ma photo, de façon à pouvoir venir mélanger le tout. Donc là, j'éclaircis. Ici, je vais juste ajouter un petit rayon de lumière. Et en appuyant sur X, je vais venir assombrir sur le bas. On va en profiter également pour venir ajouter un petit rayon de lumière au niveau de l'œil, par exemple, pour venir faire ressortir celui-ci. Et donc vous voyez qu'avec juste un simple calque, on peut modifier la luminosité complète de la photo et donner un effet différent. On peut être plus précis en venant zoomer, par exemple, ici, je peux repasser sur du noir et venir juste assombrir certaines parties. Si c'est trop sombre, eh bien vous pouvez soit baisser l'opacité pour avoir du gris qui permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux, soit vous pouvez venir garder l'opacité à 100%, donc ici, et venir juste baisser le noir pour avoir ici du gris. Et donc là, pareil, on va pouvoir venir peindre, ça va modifier notre lumière. Donc ça, c'est un petit effet graphique qui est assez intéressant à connaître, qui est souvent utilisé. Il y a des outils qui permettent de faire la même chose, on les verra dans le chapitre dédié à la retouche photo. Mais personnellement, j'aime beaucoup cette technique parce qu'elle est ce qu'on appelle non destructive, c'est-à-dire que, eh bien, en fait, elle ne modifie pas ma photo d'origine. Vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai modifié l'ambiance de ma photo sans avoir besoin d'attaquer la photo principale et je peux la retrouver comme j'en ai envie et comme j'en ai besoin. Je vous mets également le fichier source de cet exercice dans les fichiers téléchargeables. Je vais l'appeler oiseau et vous pourrez
l'utiliser. Et vous avez si besoin la photo de base qui est également disponible. On en a maintenant terminé avec ce premier chapitre sur les calques, sur le deuxième. On va attaquer un chapitre tout aussi important qui est le chapitre sur le détourage et les sélections.